Je suis Etoun de la Léquier. Voilà. Vous vous présentez et après vous prenez la parole. Ok, merci pour la parole. Moi, c'est Marc. Je ne sais pas si je dois dire ma tribu, mais je suis Bamileke. Oui. On sait déjà qu'on est Camerounais, mais on vient d'où? Parce que d'où on vient structure aussi un peu notre pensée. D'accord, je suis Bamileke. Et ça aide à comprendre pourquoi l'autre dit telle chose et il ne dit pas telle chose. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, déjà, vous allez m'excuser, je n'ai pas suivi tous les 4 heures du direct, mais j'ai pris la dernière heure. Et comme vous avez vu mes commentaires, je suis plutôt bien d'accord avec ce que vous racontez, votre analyse. Je pense que c'est bien fait. Et comme j'ai dit en commentaire, j'avais juste une seule question. J'essaie de comprendre pourquoi vos analyses sont toujours comparées au Bamileke en fait. Genre, si vous voulez défendre les intérêts de votre communauté, pourquoi vous voulez toujours vous comparer au Bamileke en fait? C'est tout, c'est ma question. Bon, tu es Bami tout d'abord. Je suis Bamileke de Tchang. Donc tu n'es pas Bamileke, tu es Tchang. Ok? C'est quoi la différence? Je vais te dire la différence. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Bamileke. Je ne suis pas monté pour ça. Non, attends. On va arriver. On va arriver. Tu es Tchang. Moi, je suis un Etoun. C'est ce qu'on est. Ça ne doit souffrir d'aucune contestation. Ça ne doit pas être un élément de honte. C'est ce qu'on est, de l'authenticité de ce qu'on est dans les origines. Bon, maintenant, tu me dis pourquoi pour défendre nos intérêts, on prend pour référence ou on compare. Tu as dit on compare. Et moi, je me compare pour Bamileke. Je prends juste acte que ils ont fonctionné en communauté face à un État et qu'il y a eu des résultats positifs. C'est tout. Et c'est ce que je demande aux autres de faire. Là où toi et moi, on risque de ne pas être d'accord. C'est quand parfois vous justifiez quelque chose qui est flagrant. Je vais m'expliquer. Je savais que je ne parlais pas très Bamileke aujourd'hui là. Mais si certains gens se plaignent quand même qu'il y a un problème foncier, c'est vrai qu'il faut aller voir la cause, à la source du problème. Mais quand les autres commencent à faire le déni des réalités, ça donne l'impression qu'ils sont complices, alors que parfois ils ne sont même pas complices. Là, si tu m'écoutes là, tu me suis bien. Je vous suis bien, docteur. C'est-à-dire, si tu vois des gens qui pleurent, écoute, attends, si tu vois des gens qui pleurent, ils te disent, on est en train d'arracher nos terres, on arrache nos terres, oh machin, tout ça là. Il y a deux attitudes à tenir. Soit c'est vraiment qu'on arrache la terre des gens, et donc il y a un désordre foncier. Effectivement. Et vous admettez qu'il y a ce désordre foncier, et on pose les problèmes dès la base, à la source. C'est quoi le problème? Okay. L'autre attitude, c'est dire que non, il n'y a pas de problème. Et c'est là que le problème naît souvent entre vous et moi. D'accord, docteur. Est-ce que je peux juste répondre sur ce point? Oui, tu peux répondre. Vers la fin de votre direct, vous avez dit, vous ne conseillez pas à vos frères Etoun ou Betty d'argumenter le soutien à Biya en utilisant la fibre ethnique. Parce que vous, par exemple, vous n'avez pas profité de ce régime. Du coup, vous ne voulez pas prendre les pots cassés de par votre identité ethnique. Et je crois que c'est la même chose que les Bamileke. Ceux qui arrachent les terres, je sais pas, à Douala ou à Yaoundé, c'est pas tous les Bamileke. Oui, ça peut être les Bamileke, mais ce sont pas tous les Bamileke. Donc du coup, quand vous venez vous dire les Bamileke ont enrichi... Non, moi je ne dis même pas que vous arrachez la terre, ça veut dire que tu me suis pas. Moi j'ai des... C'est la même façon dont les gens disent que les Betty profitent de ce régime. Et c'est ça que tu viens de rejeter. Donc, il faut citer les gens qui arrachent les terres. Si ce sont des hommes d'affaires, il faut les citer. En prenez-vous à eux. Mais quand vous dites les Bamileke ont arraché les terres, on se sent aussi... Non, moi, il ne dit pas que les Bamileke ont arraché les terres. Écoute, c'est ça en fait. Toi, tu veux que je dise ce que je dis, soit tu veux que je dise ce que les autres disent. Moi, je ne dis pas que les Bamileke ont arraché le terrain. Moi, je dis que les peuples autochtones et le système
arrachent la terre pour donner aux autres. Moi, je dis que les Bamileke sont bénéficiaires d'un système ou sont bénéficiaires d'un comportement de la part de nos élites et du système et du président de la République lui-même. Je vais m'expliquer. Tu sais, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le Bamileke qui a construit, d'accord? Ce qu'on ne voit pas, c'est qui lui a donné la terre. Ce qu'on voit, c'est le Bamileke qui a le projet minier. Ce qu'on ne voit pas, c'est qui a signé le décret. Donc moi, je dis, on prend un raccourci en allant attaquer les Bamileke qui sont bénéficiaires si on laisse les premiers responsables. Et c'est pas si tu as compris ce que j'ai dit là. Je vous comprends très bien, mais jusque-là... Maintenant, par rapport à la stigmatisation politique, j'ai dit, même si c'est fait à dessein, il y a ce qu'on appelle la majorité. Et quand la société vous calque quelque chose, même si vous n'êtes pas ça, vous devenez ça. Par exemple, on dit que les bêtis ont le pouvoir. C'est vrai, non? Mais c'est ce que vous venez de non, montrer que vous ne voulez plus. Non, attends d'abord. Plus avoir ce calcage, en fait. Non, attends d'abord. Moi, j'ai dit qu'ils ont le pouvoir. Ah, non. Là, vous acceptez d'être contradictoire. Non, ça, c'est pas contradictoire. Tu confonds deux choses. J'ai dit, si vous voulez supporter Paul Biya, supportez-le comme candidat. Et moi, je te dis, les gens de la mangrove ont le pouvoir. Pas les petits, mais je vais dire le Grand Sud, les gens du Grand Sud. Parce qu'on appelle ça, on ne peut pas dénier la réalité. On ne fait pas semblant ici. Le président de la République est boulot. OK? On est dans un système ultra présidentialiste. OK? Donc, le pouvoir est entre les mains des boulous. Ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, les boulous appartiennent, 1, à un grand groupe ethnique, 2, à une aire géographique. Et donc, on peut associer le pouvoir des boulous à ce groupe ethnique ou à cette aire géographique. C'est comme ça partout. C'est pas la magie. C'est pas la sorcellerie. Et où je ne suis pas d'accord, c'est que, ayant ce pouvoir, vous indexez les autres comme responsables de votre situation. Est-ce que tu as maintenant compris mon paradoxe? Ouais, je vous comprends. Même comme je ne suis pas d'accord, je comprends. Non. Moi, je veux dire, les gens qui attaquent les Bamileke, qui indexent les Bamileke, y compris moi, j'indexe les Bamileke dans certaines choses. Le paradoxe, c'est que, on m'a dit, mais est-ce que des gens qui n'ont pas le pouvoir pour vous arracher des terres? Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis là? Ouais. Les gens qui disent que les Bamileke monopolisent la chambre de commerce. On m'a dit, mais la chambre de commerce, c'est le président de la République qui signe le décret. C'est lui qui a il est le grand joueur, le grand tout. Au lieu de dire que Bamileke monopolise la chambre de commerce et le commerce, il serait mieux de dire que le président de la République est incapable dans la répartition des richesses. Simplement. Pourquoi vous ne dites pas que les boulous aident les Bamileke à prendre la chambre de commerce, en fait? Parce que quand moi je dis que les boulous, moi je dis, parce que quand il s'agit d'indexer le gouvernement, vous citez les noms, vous citez le président. Moi je dis même que vous les prenez tout en groupe, en fait. Écoute, non, c'est ce que j'ai dit que tu as dit que tu ne m'écoutes pas depuis. J'ai dit ceci. Après c'est compliqué parce que quand on dit pour les femmes petits boulous, tout ça là, c'est mélangé. Les boulous ne sont pas bêtis. Par exemple, les bêtis, ce sont les Ewondo, les Eto, les Mangissa, les Kolo, les Veleux et certains autres à côté là. Les boulous ne sont pas bêtis. Mais dans l'imaginaire populaire, on a passé le temps à dire que les bêtis ont le pouvoir. Le mot boulou entre dans l'arène politique seulement à partir de 2018, avec le contentieux post-électoral. Donc il faut bien comprendre ce qu'on dit dans le fond. C'est vrai que la forme parfois ne vous plaît pas, mais le fond, je pense que tu l'as compris. Ah, bon, pardon, désolé. Ouais, Kama, vas-y. Ouais, désolé que j'intervienne de la sorte. Bon, je voudrais, mon frère, tu dis un truc, les boulous ne sont pas bêtis.
Je pense que c'est dubitatif. Non, c'est ethnographique. Moi, il faut... Ethnographique dans le sens du peuplement du Cameroun ou dans le sens de la généalogie non, dans le sens des groupes ethniques. L'ethnographie, c'est le peuplement toujours. Et rien que personne n'est né sur place. Il y a toujours les origines. On dit que c'est la en fait, il y a le groupe ethnique Béti. OK? Et à l'intérieur de ce groupe ethnique, il y a des tribus. Les Boulous ne sont pas des Bétis. Mais dans l'imaginaire populaire, on a eu l'habitude de dire que les Bétis ont le pouvoir. C'est ça que je voulais expliquer. Je comprends ce que tu dis, mais les bases, je pense qu'il faut que nous les posions clairement, parce que dire que les Boulous ne sont pas Bétis. Non, ils sont pas Bétis. Au niveau linguistique déjà, je ne contredis pas absolument ce que tu dis, mais j'essaie d'apporter le peu de connaissances que j'ai aussi dans le domaine. Dans le domaine de l'ethnographie, des traditions, des cultures, du peuplement du Cameroun. Et je pense que le peuplement du Cameroun, si on se réfère à cette donnée, la donnée du peuplement, les Boulous appartiennent à la grande famille Béti, hein, parce que le peuplement des... Attends quand même que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, de ma réflexion. Parce que je pense que nous avons tous traversé la Sanaga, les Boulous qui peuplent aujourd'hui le flanc sud du Cameroun. Les Ntoumou aussi, il y a les Ntoumou qui y sont. Il y a les Ntoumou, il y a les Boulous. Et quand tu fais les régions du sud du Cameroun frontalières aux régions du centre, il y a les populations, ils se côtoient, hein, c'est les Boulous, les Ewondo, qui sont ensemble, qui se partagent les mêmes traditions, les mêmes cultures. Bon, moi, sur ce point-là, sur le point culturel, le point des us et coutumes, je dis que les Boulous sont des Bétis, mais sur d'autres points que je maîtrise peut-être pas, que toi, tu maîtrises beaucoup mieux que moi, tu as certainement tes critères. Au niveau de... En fait, c'est pas là mon problème. Je voulais surtout intervenir par rapport à cette histoire de terrain. J'étais écouté là depuis quelque temps. Je te donne totalement raison sur beaucoup de points, mais il y a des points sur lesquels je pense qu'il faille peut-être mieux revoir, mieux repenser, mieux réfléchir. Parce que le problème des terrains dont on parle aujourd'hui, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur parce qu'il y a des choses qu'on a oublié de faire ou qu'on n'a pas faites, ou des choses qu'on ne fait pas toujours pour que les terrains soient, pour que les choses soient pensées en fait et que tout le monde s'y retrouve. Moi, j'accuse déjà mes frères, je suis Béti, j'accuse le peuple Béti de façon générale ou de façon particulière, je suis Wondo, pour la vente des terrains, parfois qui ne sont nullement titrés. Juste parce qu'on a faim, on a soif, et on oublie qu'en vendant le terrain, on se vend soi-même un peu, on vend les traditions, on vend la culture, on vend le peuple, on vend le futur, on vend l'héritage, mais juste parce qu'on a besoin d'un peu d'argent et on sait de toute une valeur, toute une richesse. Parfois, il y en a qui vont jusqu'à vendre les tombes de leurs aïeux, qui vendent les tombes de leurs enfants parce qu'elles sont sur le terrain, sur un terrain sur lequel ils ont besoin, ils ont besoin d'argent, ils vendent une parcelle de terre. Le problème des Bamileke, je pense qu'ils en profitent. Ils profitent du fait, soit de la naïveté de certains, soit vraiment de l'incapacité des autres à produire des moyens qui leur donnent de vivre. Et ils s'accrochent sur la vente des terres. Donc, soit on est naïf, soit on est idiot, soit on ne sait pas ce qu'on fait et on vend ces terres. Ailleurs, si on prend l'exemple de l'Ouest, même chez les Bamileke, je connais bien l'Ouest du Cameroun. J'ai pas beaucoup entendu des terrains vendus. Déjà, entre les Bamileke ne se vendent pas vraiment les terres. Et ils les vendent encore aux autres. Bon, je crois qu'il y a bien des gens d'ailleurs qui voudraient s'y installer. Peut-être qu'ils en ont acheté, qui ont acheté des terres. Mais c'est pas comme chez nous. Où moi, j'ai vu mes oncles maternels. Ils ont vendu des terrains dans les années 90-2000, que si ces terres-là, ils les avaient gardées jusqu'à ce jour, tout le monde serait riche dans la famille. Mais ils les ont bazardés, comme on dit, parce qu'ils voulaient s'acheter une vieille, ils voulaient épouser une femme,
ils voulaient s'acheter une moto, ils voulaient, pour des futilités. Et je pense que c'est là que nous devons poser la base du problème. Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus vendre les terres? À quel niveau là que le combat il commence? C'est pas qu'on ne devrait plus vendre, on ne devrait pas vendre les terres. C'est normal, nous sommes dans la ville qui attire les uns les autres. Nous, Yaoundé, c'est la capitale. Les uns les autres vont venir s'y installer. Mais il faut que nous sachions comment vendre les terres. Et ce qui est malheureux, c'est qu'après que nous avons vendu ces terres, ceux à qui nous avons vendu ces terres aujourd'hui ont une certaine condescendance à notre égard. C'est pour ça que ceux qui les ont vendus et qui ont honte aujourd'hui disent qu'on les leur arrache. On ne les leur arrache pas, ils les vendent. C'est la honte qui fait qu'ils disent que c'est un alibi en fait pour moi. C'est un alibi. Donc ce que je pense c'est que, je te vois, tu es un jeune comme moi. C'est à nous, les jeunes BT, de repenser aujourd'hui les fondamentaux de ces actes-là. À qui on vend, comment on vend, pourquoi on vend, où on vend. On ne peut pas aller vendre une terre où on a enterré nos aïeux, où on a enterré ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes arrière-grands-parents. On ne peut pas le faire. Quelqu'un qui le fait, il faut que nous nous engagions à ce que celui qui vend une telle terre, qu'il subisse les conséquences qui vont avec. Tant qu'il n'y aura pas de punition, de condamnation, les gens vont continuer à vendre les terres comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Il faut que nous posions les bases de la vente des terres, que ça rentre dans nos traditions, dans nos cultures, dans notre façon de faire. Les terres, on ne peut les vendre que si toute la communauté est d'accord. Ce n'est pas une question de famille, ou de frère, ou de sœur, ou de je suis le fils de tel nom. Les terres doivent être vendues avec la vie, l'accord de toute une communauté. Tant que la communauté n'est pas entièrement d'accord, aucune terre n'est vendue. Et celui qui le fait, il subit les conséquences qui vont avec. C'est ce qui se passe chez les bassins. Hein. Les bassins ne vendent pas les terres parce que chez eux, il y a des interdits. Si tu vends des terres, tu subis les conséquences qui vont avec. C'est un peu ce que je voulais te dire. C'est mon petit point de vue. On va là-bas. Attendez là, s'il vous plaît. Alors, sur cet angle-là, par exemple, je répète, quand tu dis comment protéger le foncier, à qui et pourquoi on vend la terre? Tu as dit précédemment, on vend soit parce qu'on est naïf, soit parce qu'on n'a pas les moyens pour suivre et tout ça. Non. Je dis, si on est naïf, la faute nous incombe. Ça veut dire qu'on a des parents qui ne nous ont pas éduqués. S'il vous plaît, quand vous montez la métro, est-ce que je ne sais pas si on est d'accord jusqu'à ce niveau-là, Kama? Ouais, je suis totalement d'accord. Dans tu as pris deux hypothèses. Soit on est naïf, soit on n'a pas les moyens et on va. Alors, si on est naïf, ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation à la base, éducation communautaire, éducation à la famille. La transmission de valeurs, c'est quoi la terre? On sait que la terre, notre identité culturelle est essentiellement liée à la terre. La terre, ah, ça c'est fondamental. Hein. Voilà. Et pour maintenant, quelles sont les valeurs qu'on nous a transmises? Bah, justement, de vilipender. Deuxième chose maintenant, si on prend comme alibi le fait qu'on n'a pas les moyens, et donc on est obligé de vendre la terre, là encore c'est très grave. Ça veut dire que les nôtres qui avaient jadis une position privilégiée n'ont pas su transmettre les capacités de production des moyens aux autres générations, et les autres se trouvent donc sans moyens, et peut-être ils se trouvent à faire ça. Non, de toutes les manières, la responsabilité nous incombe en premier lieu. Maintenant, il faut quand même qu'on distingue quelque chose de très pertinent. Il faut qu'on distingue la vente des lots de l'attribution de grandes superficies par l'État. OK? C'est-à-dire les grands projets miniers, les grands projets d'exploitation forestière, tout ce qui va avec. Même dans le ça a déjà pris feu là-bas. Les gens n'en ont pas vendu, ils n'ont pas donné. Parce que l'État n'associe pas les populations. C'est parce que là-bas, les populations autochtones n'ont pas été associées. C'est ça le problème de l'État, oui. Ou même parfois, ont été associés au travers de leurs élites qui ont reçu des prébendes. C'est ça le problème, oui. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis totalement d'accord. Donc moi, je suis dans ta logique. Tu dis, parce que c'est ta question la plus importante. Pardonne-moi de te couper une seconde.
Vas-y. Peut-être que l'État, dans son ambition, dans son projet, dans sa façon de faire, pense. J'ai fait un master au Cameroun sur la durabilité. L'État pense de façon durable. L'État pense de façon pérenne. L'État est là pour protéger le peuple. Mais il se pose un problème au Cameroun qui est fondamental et qui tue le Cameroun sur beaucoup de points. C'est que les élites, comme tu disais tantôt, c'est eux les meurtriers, les vrais meurtriers de la politique gouvernementale, de la politique de l'État. C'est eux les assassins, les tueurs. Quand il y a un projet comme celui que tu évoquais tout à l'heure là sur, par exemple, non, projet celui de la construction de l'Ompangare, le chef de l'État, il va bien vouloir associer les populations locales. Mais pour associer les populations locales, il faut passer par les élites, c'est-à-dire ceux-là qui ont été élus d'une manière ou d'une autre par les populations locales, villageoises, autochtones. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, quand il arrive là-bas, dès qu'il voit la couleur de l'argent, il devient fou, il devient bête, il oublie son peuple. Il dit, bon voilà, en fait, il fait dans la magouille. C'est la magouille des élites qui détruit notre peuple. Sinon, dans la pensée basique des politiques gouvernementales au Cameroun, l'inclusion des populations est pensée, est admise, est introduite. Mais c'est les élites, et ce sont ces élites-là qui pourrissent justement le lien que nous avons aujourd'hui avec ceux qui ont acheté des terres chez nous. C'est parfois les élites même qui appellent le gars du village, lui disent, écoute, j'ai mon ami, là, il a besoin d'un terrain chez toi, là, donne-lui un truc. Vous voyez un peu, c'est des choses qui ne se passent, pardon pour la parenthèse, donc c'est ce que je voulais un peu dire. Quand tu parlais de développement durable, sur le plan social, le plan économique et le plan environnemental, est-ce que ces grands projets obéissent à ces trois critères? Tels qu'ils sont pensés. S'il te plaît. Maintenant, on dit que ce sont les élites. Ce sont les élites. Le président de la République lui-même, qui est le premier responsable envers les citoyens, quels sont les mécanismes qu'il met sur pied pour s'assurer de la participation effective des communautés locales ou des peuples autochtones dans ces grands projets? Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire, parce que face à l'État, dans notre contexte là, quand il y a des grands projets comme ça là, les populations s'agressent à l'État, pas aux élites en principe. Les élites sont un intermédiaire, d'accord? Donc l'État rend compte, ou l'État s'assure de l'effectivité de cette durabilité du projet envers les populations, pas envers les élites. Quels sont maintenant les mécanismes que l'État a mis sur pied pour contrôler l'effectivité du point de vue social, économique et environnemental de ces grands projets? C'est ça. Donc on peut pas. Moi je dis, c'est l'État même qui a fabriqué ces élites pour jouer le rôle qu'ils sont en train de jouer. Ah, il y a peut-être ça aussi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Non, attendez, s'il vous plaît, attendez. Quand vous montez, vous attendez. Okay. Dans ma manière de voir, je me dis que c'est l'État même qui nous a placé ces élites, qui nous a fabriqué ces élites dans la zone du Grand Sud. Parce que bizarrement, ce n'est pas qu'il n'y a pas les terres au septentrion ou il n'y a pas les terres à l'ouest. Mais pourquoi l'État ne brade pas là-bas? J'ai pris un exemple simple là. L'État voulait extendre l'aéroport de Bafoussam. Les populations avaient les élites. S'ils sont opposés, ça n'a plus eu lieu. L'État voulait mettre sur pied le parc là, chez les tout pourris là, au septentrion là. Tu as vu les gars encercler, même le gouverneur, le préfet, tout ça, ils ont protesté, ils ont dit non, ces terres sont les terres communautaires des tout pourris. Ça veut dire que l'État essaye ça partout. Mais sauf que chez nous, on a le problème de l'élite. Ouais, c'est l'un des problèmes que j'évoquais tantôt. Ceux qui nous représentent très mal. Faut qu'on se le dise clairement. Ils font très mal leur boulot. Ils pensent à manger et à boire. C'est ça qui contamine le reste de nos populations. Parce que quand ils arrivent dans nos villages, ils arrivent avec une grosse voiture, avec 2 bœufs. Qu'est-ce qu'il va enseigner aux gens si tu arrives à chaque fois quand tu vas les voir avec une voiture et 2 bœufs, des bouteilles de bière? Tu vas créer une habitude chez ces gens.
Ils vont vouloir manger du bœuf et boire de la bière à chaque fois qu'il y a une transaction à faire. Ils ne vont plus penser à pouvoir créer des conditions qui permettent qu'ils s'auto-emploient, qu'ils produisent de la richesse eux-mêmes, qu'ils soient indépendants. Si à chaque fois tu me donnes du poisson sans me montrer comment pêcher, je vais rester indépendant de ta façon. Tu as vu Roméo Dika. Roméo Dika, il fait une prestation de service des centaines de millions. Il y a des élites qui peuvent aider à ceux qui reçoivent son paiement. Maintenant, on peut donner un peu de temps en temps, un peu d'argent pour manger. Et c'est quoi? Je dis après une émotion de ça, parce qu'on ne s'affranchit pas de ça, on doit s'affranchir de ça nous-mêmes. Regarde chez nous. Mais les élites aussi jouent un rôle fondamental dedans. Hein. Comme ton papa t'a éduqué à te construire, tu vas le faire. Mais si ton papa t'a éduqué les parents, l'éducation se fait à la maison, l'instruction se fait à l'école, mais l'éducation se fait à la maison. Ce à quoi tes parents font te développer, en fait, ce à quoi vers ça à quoi ils t'orientent, c'est ça. Ce vers quoi tes parents t'orientent, tu as 90% d'ouverture d'aller faire ce vers quoi tes parents t'ont orienté. C'est plus tard à comprendre conscience des réalités de la vie et en fonction des milieux dans lesquels nous nous retrouvons. Mais si on reste plongé dans l'éducation que nous recevons de nos parents, nos réactions vont être à 90% assujetties à l'éducation de nos parents. Mais maintenant, quand nous sommes sur le terrain, les réalités sont autres. Ça veut dire que si on t'apprend à manger sans travailler et qu'il n'y ait pas une réalité en face de toi qui te fasse comprendre qu'il est temps de travailler pour manger. Tu vas toujours chercher à manger sans travailler. Eh ben, ceux qui vendent les terres, ils sont dans la logique parce qu'ils ont les terres, les parents ont légué les terres. Ils sont dans la logique de gagner facilement de l'argent. C'est parce qu'est-ce qui se passe après qu'ils ont vendu une portion de terre. Quand l'argent finit, qu'est-ce qu'ils font après? Ils cherchent à vendre une deuxième. Mais si on leur avait mis dans la tête que la terre, on ne la vend pas, on l'exploite. On de la terre, on tire des richesses. Parce que ta terre, c'est ta richesse. Si tu vends ta terre, tu vends ta richesse. Et quand bien même tu vas la vendre, il faut que tu la vendes de telle façon qu'il y ait une plus-value. Une plus-value? Oui, de telle façon à ce qu'il y ait... On vend les terres depuis une trentaine, quarantaine d'années, mais on est toujours pauvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus? Il n'y a pas de plus-value. Ça veut dire qu'on vilipende les terres. Si on aurait vendu des terres et que maintenant on possédait des grands hommes d'affaires à cause de ça, des commerces, machin, on dit d'accord, on a vendu la terre, mais ça a généré une plus-value. Ça a rapporté, oui. Vous vendez la terre pour devenir de plus en plus pauvre, comment? Ah, c'est là le problème. C'est là qu'il faut poser. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut que nous rentrions à la source. Qu'on dise, celui qui vend la terre, qu'il la vende avec l'aval de toute la communauté. Les autorités administratives et les autorités villageoises, donc locales. Il faut que 90% du village soit d'accord. Et s'il insiste, s'il vend, qu'il subisse les conséquences de son acte. Même s'il faut aller jusqu'à la vie, si on n'arrive pas à ce niveau, nos enfants n'auront pas où ils vont pratiquer leur tradition. Nous enterrer, nous on est fini. Ça c'est clair. Ça, si on ne fait pas ça, si on ne prend pas ces décisions-là dès maintenant, nous allons être enterrés dans l'eau. On va jeter nos corps à l'eau. On va brûler, nous allons être incinérés. Il faut que nous prenions ces décisions-là chez les bêtis dès maintenant. Qu'on dise le bêtis qui vend sa terre sans l'approbation de toute la communauté, de toute la religion. Et sans justifier même le pourquoi. Parce que tu as posé une question pourquoi tu vends? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent qu'il va gagner de cette vente? Il faut que les autres font, c'est clair. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un début, un suivi et une fin, qu'on sache qui va acheter cette terre, pourquoi il la vend, quels vont être les retours de cette vente. Il faut que 90% de la communauté lui donne l'accord. Tant que l'accord n'est pas donné, tu disais quelque chose de fondamental au départ, qu'on appartient à une famille. Et la famille est dans un village. Le village est dans un groupe ethnique et l'ethnie est sur une aire géographique. L'acte que je pose ici aura un impact sur mon ethnie, bien sûr, sur ma famille. Si je pense que l'acte que je pose n'aura d'impact que sur moi-même, je me trompe. C'est faux.
À partir du moment que j'appartiens à un groupe ethnique, à une famille, à une aire géographique, tout acte que je vais poser, même à un pays, tout acte que je vais poser va être soit salissant pour le pays, pour la famille, pour l'ethnie, ou alors il va être positif pour tout le monde. Donc c'est là le problème aujourd'hui. Les gens qui ont vendu les terres et qui ont l'intention de les vendre encore, il faut qu'on prenne des initiatives pour leur faire savoir qu'ils se doivent de s'arrêter. S'ils le font, ils vont subir toutes les conséquences qui vont avec. Bon. D'accord, Kama, merci d'être passé. Je partage ton analyse. C'est pourquoi je dis c'est chez nous qu'il faut voir le comportement. Ça peut changer. Les autres ne vont pas changer. Les autres sont